Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler voile, 80e jour de course sur ce Vendée Globe et le Tour du Monde en 80 jours. C'est ce qui est en train de terminer Boris Herrmann et Samantha Davis avec une dernière nuit qui va être encore très agitée pour les deux. Avec une nouvelle tempête qui va arriver là sur la France pendant la nuit. Et il va falloir réussir à passer ça. Ça va vraiment pas être évident pour les deux. Et puis on regardera un petit peu ce qui s'est passé pour le reste de la flotte. Et toujours cette bagarre pour les bateaux à dérive droite. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette vidéo. Et donc Boris Herrmann qui est en approche des Sables d'Olonne. Ça fait déjà quelques heures qu'il est en approche des Sables d'Olonne. Mais son arrivée est loin d'être facile et loin d'être évidente du côté de Boris Herrmann. Donc il devrait garder sa 12e place par rapport à Samantha Davis qui elle aussi est un peu bloquée. Je pense qu'elle essaye peut-être d'attendre un petit peu du vent calme en ce moment, Samantha Davis. Il reste encore quelques heures, on voit cette grosse dépression qui arrive sur les côtes françaises, donc qui ne va pas aider l'arrivée de Boris Herrmann et de Samantha Davis dans les prochaines heures pour les deux. Donc qui passeront la ligne d'arrivée 12e et 13e avec donc un tour du monde en 80 jours pour ces deux concurrents sur ce Vendée Globe. On va pas revenir sur la course de Boris Herrmann, on l'a déjà fait hier. On va pas revenir sur la course de Samantha Davis, on l'a quand même aussi bien fait hier. Mais on essayera demain, je vous dirai leur ressenti, voilà, à l'arrivée. Je pense que la vidéo sera presque à la même heure au niveau de la mise en ligne, parce que entre les courses à Palma de Majorque, le Alou-La Tour, le biathlon également, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai des journées à la rallonge. Voilà, le week-end va être intense. Et donc Boris Herrmann, bravo aux deux quand même, parce qu'ils ont fait un tour du monde. Boris Herrmann arrive quand même alors que son bateau a été endommagé. C'est vrai que c'est ce qu'on va voir aussi demain. Alors on ne sait pas encore s'il va passer le chenal. Ça sera peut-être plutôt vendredi. On nous dit peut-être jeudi, peut-être vendredi. Il faudra voir en fait les conditions. Soit c'est demain après-midi où il passe le chenal, soit il faudra encore attendre un petit peu du côté de ces deux concurrents. Mais voir l'état du bateau de Boris Herrmann, surtout l'état du foil, qui a été sacrément endommagé. 14e, Romain Attanasio. Alors Romain Attanasio qui a une journée beaucoup plus calme qu'hier, ce qui lui permet même de bombarder pas mal, 330 000 et surtout quasiment 81 000 là en ce moment. Bon bah là, vous voyez, il y a la tempête qui arrive sur la France. Lui, son objectif, c'est d'essayer de rester devant cette tempête-là, mais il va se faire transpercer par cette tempête, mais qui devrait lui amener du vent, peut-être jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, il devrait avoir du vent, je pense, jusqu'à l'arrivée, si on regarde dans 2 jours. Parce que normalement, il doit arriver le 1er février, ça veut dire samedi. À part sur la fin, mais il y aura de toute façon du vent sur la toute fin. Parce qu'on voit cette grosse tempête, donc il va y avoir encore du vent. Ça va être des conditions musclées pour lui, mais normalement ça devrait avancer pas mal. Voilà, du côté de Romain Attanasio avec Fortinet, Best Western. Derrière, c'est encore un peu le bazar. C'est encore un peu le bazar, ce qui fait qu'on a du mal en fait à vous donner un classement clair pour le moment. Il y a du vent désormais, donc les bateaux arrivent à avancer. Ça c'est déjà une bonne nouvelle, comme on peut le voir. Tanguy Le Turquet, Benjamin Ferret avancent. Il y a une vingtaine de milles entre les deux. Conrad Coleman, lui, a un peu plus de mal comme Jean Le Cam. Et Isabelle Yoshke et Giancarlo Pedote sont partis un petit peu plus au nord. Moi, je dirais que la situation, c'est que là, on a plutôt la tête de flotte, eux,
essaye de trouver une situation pour peut-être avoir un petit peu moins de vent dur, et eux vont rester un petit peu bloqués dans de la molle, enfin dans du vent moins fort, et vont voir le petit groupe s'échapper. Mais c'est pas encore fait, loin de là, donc ça va être encore un gros combat, parce qu'entre Tanguy, Benjamin Ferré, pardon, 1700, 1000 et Jean Le Cam, il y a 100 000 d'écart, mais encore une fois, des différences nord-sud qui vont peut-être être importantes entre ces différents bateaux, parce qu'en fait Jean Le Cam était plus proche de la route idéale que Benjamin Ferré, mais ça va être quand même extrêmement serré jusqu'au bout. Là on voit, hein, ils vont récupérer pas mal de vent, puis eux cette tempête-là va vraiment leur poser des problèmes demain. Ils vont être dans du vent extrêmement fort au-dessus des Açores. Puis bon, après, ils vont enchaîner quand même du vent très fort pendant 3-4 jours. Hein. Je pense que ouais, pendant quelques heures, ils vont avoir du vent très très fort. Parce qu'on voit que l'Atlantique Nord, ouais, ça va bombarder, mais avec beaucoup de mer aussi. Donc ça va vraiment pas être évident. Je pense que l'objectif est d'essayer de passer au plus proche de la zone d'exclusion. Mais ça va pas être évident du tout. Alors Benjamin Ferré, lui, il a continué à faire du bricolage aujourd'hui. Voilà, donc passion bricolage qui se poursuit pour Benjamin Ferré. Et notamment, il avait un petit problème d'électricité. Donc hier, donc c'était ça qui devait réparer Benjamin Ferré. Donc ça, voilà, c'est le travail en ce moment du concurrent français. Derrière, nous avons donc Alan Roura, le Suisse, qui tente de suivre la cadence, mais c'est vrai que Benjamin Ferré a un bateau qui va très vite, notamment au portant, et là on le voit, hein, il arrive à réaccélérer très fort, même plus fort donc qu'un bateau à côté de lui qui est pourtant un bateau à dérive droite, donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, ça montre que le bateau est rapide. Tanguy le Turquet qui est juste derrière, sacré Tanguy. Et Tanguy, lui il dit qu'il est quand même toujours un petit peu inquiet, parce que en fait il a son bateau qui a eu un gros problème dans l'océan Indien, hein, donc c'est un problème qui n'est pas récent, on va dire, où il avait dû faire de la strate. Il y avait le fond de coque qui commençait à se décoller du haut de coque. Ça, c'était au même moment où Clarisse Kremer avait son problème, a eu son problème technique aussi à l'entrée du Pacifique, donc c'était vraiment au milieu de l'océan Indien. Et Tanguy le Turquet avait dû faire de la strate, pas mal de strate, et il dit le bateau reste fragile en fait. Donc il a refait un petit peu de strate il y a quelques jours, parce que dans de l'Alizé, avec les vagues qui frappaient très fort, il a dit il y avait eu un petit problème, donc il a dû réparer, mais il dit voilà, il a un bateau. Déjà, il lui manque des voiles, mais il a aussi un bateau qui a souffert dans ce Vendée. Le bateau de Tanguy le Turquet repartira pas tout de suite comme le bateau de Jean Le Cam, parce qu'il y a encore, je pense qu'il y a des bateaux où il y a des réparations à faire. Mais si Lazare arrive troisième, enfin arrive dans le top 3 de ces bateaux à dérive droite, chapeau, parce que c'était l'un des plus petits budgets, Lazare. Et Tanguy le Turquet aura démontré que c'était un très très bon marin aussi, et notamment dans les mers du Sud, et ça donnera peut-être des envies à certains sponsors de lui proposer un projet un petit peu plus gros, parce qu'il a été quand même très efficace. Encore une fois, c'est un tout petit budget, puis il a eu des problèmes quand même, hein, Tanguy le Turquet, sur sa préparation l'an dernier, donc voilà, il avait déjà montré quand même sur le retour à la base que c'était un navigateur sur lequel il fallait compter. Et là il l'a confirmé sur cette course, donc bravo Tanguy le Turquet pour le moment, et puis on espère que ça va tenir jusqu'au bout, hein, désormais pour le concurrent français, et puis on espère une bagarre avec Benjamin Ferré surtout jusqu'au bout. Là c'est vrai que Benjamin Ferré a réussi à recoller une vingtaine de mille à Tanguy le Turquet. Voilà, 20-30 000 d'écart entre les deux. Derrière, on retrouve Damien Seguin. Pas beaucoup d'infos hein, du côté de Damien Seguin, c'est vrai, parce que hier on parlait de Giancarlo Pedoté dont je parlais peu, mais c'est vrai que Damien Seguin, j'en ai pas parlé aussi beaucoup sur cette remontée. Damien, il essaye de s'accrocher, mais on voit que c'est quand même un Vendée qui est en dessous de ses espérances. Voilà, il le sait depuis quand même quelques jours. Enfin, c'est vrai qu'il le sait depuis quelques temps. Il avait racheté Maître Coq. Je rappelle que Maître Coq n'était pas le meilleur bateau de la génération précédente, hein.
parce que Maître Coq n'était pas le bateau le plus rapide quand il gagne le Vendée Globe. Et c'est vrai que Damien Seguin, bah, il a eu un bateau qui n'était pas forcément le plus efficace. Mais il y a un moment, il était quand même au contact avec Romain Attanasio. À un moment, il a été au contact avec Benjamin Dutreux. Et c'est vrai qu'il doit être vraiment frustré de cette fin de course où on a l'impression que sur cette remontée de l'Atlantique Sud, bah, un peu comme sur le début de l'océan Indien, il n'y a pas grand-chose qui a marché avec lui. Ça a été un Vendée compliqué, voilà, pour Damien Seguin. Je crois que c'est le résumé qu'on peut faire, c'est que c'est un résumé, c'est que ça a été compliqué et que c'est en dessous de ses attentes en termes de résultats du côté du skipper français, même s'il va certainement finir un deuxième Vendée Globe. Du côté de Jean Le Cam, il a dû remonter au mât, Jean Le Cam. Problème avec une pièce, il était obligé de naviguer au J3 alors qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Le J3, c'est une voile de tempête. Donc c'est pas une voile qui est faite quand il n'y a pas beaucoup de vent. Donc en fait, c'est une pièce qui l'empêchait d'utiliser des grandes voiles. En sachant qu'il ne peut plus utiliser le J2, Jean Le Cam, enfin pas énormément. Donc bah, ça l'embêtait énormément parce qu'au J3, forcément, c'est pour ça qu'il était moins vite hier. Bon, malgré tout, je vais le redire, hein, mais c'est vrai que Jean Le Cam, je pense qu'il ne s'attendait pas à vivre un Vendée Globe comme ça. Hein. Et les sponsors non plus. Parce que quand on met 5 millions d'euros sur la table, en gros, tout commence en Finistère, c'est pas un petit budget. Hein. Bah, tu t'attends à faire peut-être mieux quand même que 19e, tu t'attends au moins à gagner la catégorie des rives droites. Alors, il va peut-être, il peut encore la remporter. Hein. Ça reste assez serré, il reste encore 2000 milles. Mais de toute manière, même s'il gagne cette catégorie-là, il n'aurait pas été en mesure de matcher à la régulière avec les bateaux à feuilles. Et quand il a vendu le projet au sponsor, c'était ça l'idée. C'était de faire un bateau à dérive droite pour pouvoir matcher avec les bateaux à foil, au moins les bateaux à foil de génération 2020. Et bah, quand tu regardes, bah non, il n'a pas pu matcher avec ces bateaux-là en vitesse pure. Donc il y a une déception quand même. Je pense qu'ils se sont leurrés du côté de Jean Le Cam, du côté de plein d'autres skippers, ils se sont leurrés. Parce que Damien Seguin, c'est un peu pareil. Il achète un bateau qui n'est pas tout jeune, mais en croyant que oui, mais ça suffira pour le prochain Vendée Globe. En fait, ils se sont leurrés par rapport aux conditions météo du dernier Vendée Globe, qui a été quand même hyper atypique, avec à chaque fois un retour par l'arrière. Ce qui leur a permis de rester dans le match. Jean Le Cam avec un bateau à dérive droite, s'il y avait eu des conditions comme cette année, déjà il y a 4 ans, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce qu'il n'aurait pas pu suivre la cadence. Ça a marché parce qu'il y a eu des conditions atypiques en termes de météo. Et là, alors certes, la météo n'a pas été idéale, mais le bateau n'a pas réussi à être hyper efficace en vitesse. Alors oui, on me disait dans les commentaires, il a été plus rapide que les autres bateaux à dérive droite. Là, 5 millions. Là, 3,5 millions. Et là, je ne sais même pas s'il y a 2,5 millions pour Lazare. Il y a quand même une différence de budget, quoi. C'est presque du simple au double. Donc c'est... Normalement, ça aurait dû faire un écart de performance. Je trouve que l'écart de performance, il est quand même pas si énorme que ça. Alors certes, il a été arrêté en début d'Atlantique Sud, par exemple, en début de remontée. Mais il avait fait aussi des bons choix météo avant, par rapport à ses autres concurrents. Je rappelle aussi que Jean Le Cam, c'est beaucoup plus d'expérience que Benjamin Ferret et Tanguy Le Turquet. Dans les équipes techniques aussi, c'est beaucoup plus d'expérience que Benjamin Ferret et Tanguy Le Turquet. Je trouve déjà qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes techniques sur son bateau, surtout sur la fin. Et que pour moi, le fait d'avoir sorti le bateau en juillet, c'était trop tard. Et on le sait parce que je pense à l'Occitane en Provence, par exemple d'Armel Tripon il y a 4 ans. Il a utilisé peut-être 80% des capacités du bateau. C'est déjà en termes de performance, parce que t'as pas tous les réglages, parce qu'il te manque du temps de navigation. Mais en plus, il avait eu aussi des problèmes de fiabilité, alors qu'il l'avait pas trop embêté. Mais bon, tu sais très bien que quand tu sors un bateau aussi tard, la fiabilité, ça va être dur. Parce qu'il faut du temps pour fiabiliser un bateau. Ils ont manqué cruellement de temps. Pour moi, enfin, ça arrivait trop tard, ce projet-là. Alors, c'était un projet ambitieux, tout ça, mais quand tu regardes ce que fait Benjamin Ferret, tu te dis, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mieux racheter le bateau en fait, de Clarisse Kremer il y a 4 ans, au lieu de se lancer sur un bateau neuf? Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant de partir plutôt sur le bateau de François Gabard, d'optimiser ce bateau comme c'est très bien le faire, Jean Le Cam,
et avec son intelligence technique, bah, peut-être qu'il serait au niveau de Romain Attanasio ce soir. Parce que Benjamin Ferré a fait des erreurs de navigation. Parce que c'était un premier Vendée. Il a eu ses problèmes de quilles aussi, qui l'ont pas mal embêté. Aussi, Benjamin Ferré. Jean Le Cam, avec sa capacité à optimiser les bateaux, parce que le Uber, il a été optimisé dans tous les sens. Je me dis, qu'est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu racheter un bateau de cette génération-là, à des rives droites, de la génération 2012-2013, donc c'est-à-dire la génération d'après le Uber. En plus, Benjamin Ferré, c'était conçu par les mêmes équipes. Le bateau de François Gabard, c'était toujours les équipes de Michel Desjoyaux derrière. Ça aurait peut-être été plus efficace, au final, que de partir sur un projet neuf, qui a été très coûteux. Et au final, à la fin, le résultat va peut-être être en deçà du niveau de performance attendu. Conrad Coleman, toujours là, lui, 21e, parce qu'il y a Isabelle Dioschke. Elle le sait, elle va être en difficulté sur la fin de course. Vu les conditions climatiques, son foil manquant va vraiment la pénaliser. Mais elle va tenter de faire le maximum. Ce qu'elle disait. Et puis, là, elle n'a plus de compagnon. Parce qu'à un moment, elle avait Damien Seguin. Après, elle avait récupéré Giancarlo Pedoté. Elle a changé d'équipier, on va dire, dans l'affaire. Et puis, Conrad Coleman derrière, qui essaye d'avancer un maximum. Conrad Coleman. Les stratégies, quelles sont les deux idées? Pourquoi Joschke et Giancarlo Pedoté partent plus au nord? Eux, ils veulent récupérer du vent, et du vent portant. C'est un peu ça l'idée. En se disant, ils vont monter comme ça, ils vont avoir plus de vent que eux. C'est aussi par rapport aux problèmes sur leur bateau. Que ça soit Pedoté ou Joschke, les deux ont eu des soucis techniques sur leur bateau. C'est peut-être la raison. Conrad Coleman, je pense qu'il va prendre la trajectoire comme Jean Le Cam. C'est juste qu'il remonte un peu plus que Jean Le Cam. Je pense qu'eux, ils vont partir pour essayer de passer au plus proche des Açores par rapport à la zone interdite. Derrière, Guirec Soudé, il rentre dans la zone de vol. Il a fait quand même... Alors, Guirec Soudé, il a fait une remontée entre l'Équateur et les Canaries hyper rapide quand même. Parce qu'il a été hyper efficace dans cette portion-là. C'est que là, il fait encore quasiment 400 000, Guirec Soudé. Il a été hyper efficace dans cette portion, quand même, le skipper français. On voit que le vent fort, il aime ça, les conditions dures, il aime ça, Guirec Soudé. C'est vraiment là où il est bon. C'est vrai que dans les zones de transition, il n'a pas forcément été efficace, mais alors dans ces zones-là, dès que c'était dur, il a été là, Guirec Soudé. Donc, vraiment bien. Bravo, parce que il a vraiment fait des grosses... tu vois, il va quasiment à la même vitesse que Kojiro. Kojiro, il a des feuilles, là. Lui, il n'en a pas. Bon, Kojiro et Arnaud Boissière qui vont un petit peu plus vite que leurs petits camarades. Que ça soit Violette d'Orange, Louis Duc et Sébastien Marseille. On va revenir sur Sébastien Marseille. Les feuilles doivent aider pour Kojiro, pour essayer de faire lever le nez du bateau. Donc Arnaud Boissière aussi, hop là, qui est dans ce coin-là. Donc les deux, 411 000 et 338 pour Arnaud Boissière. Violette d'Orange qui continue à prendre du plaisir, ce qu'elle disait sur son Vendée, malgré des moments qui ont été compliqués. Bon, elle est là avec Louis Duc, donc elle fait la bagarre avec Louis Duc. Ça, c'est bien. Et puis Sébastien Marseille, problème technique du côté de Sébastien Marseille. Souci du côté de Sébastien Marseille, du côté du moteur, problème moteur en fait. Le moteur démarre. C'est-à-dire, pour vous expliquer, le moteur démarre, le moteur tourne. Le problème, c'est qu'il y a un câble de puissance qui est cassé. À quoi ça sert un câble de puissance? Ça permet de distribuer l'énergie du moteur dans les batteries. Ça permet de faire la transition entre les deux. Comme le moteur tournait, mais que l'énergie ne se dissipait pas, l'énergie électrique du moteur, enfin l'énergie électrique que produisait le moteur ne se dissipait pas, donc déjà ces batteries ne se rechargent pas à cause de ce câble, mais en plus il a cramé ses alternateurs. Ce qui veut dire qu'il va falloir réussir à réparer tout ça. Pour l'instant, il a juste réussi à remettre de l'électricité dans la batterie de la quille, mais il n'arrive pas à ce que l'électricité du moteur aille sur ses batteries. Donc c'est son gros problème pour le moment. Il est aidé par son équipe technique à terre pour faire les réparations, Sébastien Marseille, mais on sent que c'est dur mentalement. Et voilà, on sent que là c'est un moment très difficile pour Sébastien Marseille avec Foussier.
Donc on espère que ça va s'arranger pour lui. Parce que là, c'est vrai que ça serait dommageable d'avoir ce souci-là. Il peut pas utiliser les hydrogénérateurs parce que le problème c'est que les hydrogénérateurs, les siens sont déjà pas mal amochés et qu'en plus il y a des sargasses. Donc un hydrogénérateur c'est fragile, donc en tapant une sargasse ça peut casser. En plus il y a quand même pas mal de vagues. Et puis les panneaux solaires, bah c'est pas le bateau de Conrad Coleman, c'est-à-dire qu'ils sont pas si efficaces que ça. Donc après il y a une solution, c'est de se mettre en mode économie d'énergie dans le bateau, c'est-à-dire d'éteindre le maximum de choses pour utiliser simplement en gros le pilote automatique et puis utiliser les ordis ou vraiment que pour le minimum. Et voilà, utiliser le bateau vraiment en mode économie d'énergie. Ce qui arrive souvent par exemple à des concurrents de la Mini Transat, c'est arrivé à Violette d'Orange sur la Mini Transat de se retrouver en panne d'énergie. Mais ça reste vraiment des situations extrêmement pénibles à vivre, surtout après 80 jours de course. Et encore plus quand tu es en bagarre et que là, tu sais que les mecs devant toi, ils sont en train de s'échapper et que tu n'es plus en capacité de suivre leur cadence. Donc c'est ça qui est assez contraignant pour lui. Antoine Cornic, lui. Petit souci technique également du côté d'Antoine Cornic. Les soucis techniques sont plutôt sur l'arrière de la flotte. Problème de calculateur. Au niveau de son processeur, le pilote marche, mais le pilote est moins efficace. Voilà, le pilote marche toujours, mais voilà, il a un problème de calculateur, donc ce qui permet d'ajuster, en fait, de ce que j'ai compris, c'est la pièce qui permet en fait d'ajuster la trajectoire du pilote automatique, selon les conditions météo, on va dire, les conditions de vent et tout ça, et ça ne marche plus. Donc en fait, il a un pilote automatique, mais qui est moins efficace pour le moment. Il devait faire des tests, là aussi, il y a une procédure, il disait Antoine Cornic, donc il y a une procédure à terre. Voilà, bon, il dit l'avantage c'est qu'il fait chaud dans le bateau, même s'il fait un peu chaud dans le bateau, mais voilà, c'est pas un gros problème. Voilà, c'est pas un problème grave. Le problème de Sébastien Marseille est un problème grave. Le problème d'Antoine Cornic est, voilà, c'est un problème de confort parce que voilà, son pilote automatique va être moins efficace, mais en gros, c'est pas le pire problème du monde. Oliver Air également qui a fait des réparations derrière. Oliver Air, il a dû réparer un trou dans sa grand voile. Voilà, il y avait un petit trou comme ça qui devait faire la taille d'une pièce de 2 euros, non un peu plus. Mais voilà, du côté d'Oliver Air, donc il a dû monter un petit peu au mât, faire cette réparation, donc mettre un patch pour réparer cette grand voile qui avait un trou. Là aussi, 80 jours de mer, les pièces s'usent. Jing Kunshu, pas grand chose à dire à part qu'il a célébré le nouvel an chinois. Du côté de Jing Kunshu, c'est l'année du serpent cette année. Voilà, j'ai regardé sur internet. Du côté de Jing Kunshu, qui salue également ses sponsors, donc la ville de Tsingshan, voilà, qui l'a énormément aidé à financer son projet et son bateau. Et puis il disait qu'en Chine, c'est vraiment la fête la plus importante, le nouvel an chinois, et que ça lui rappelait beaucoup de très bons souvenirs. Voilà, Jing Kunshu, le concurrent chinois, et on espère que ça va lui remonter le moral, parce que c'est vrai que ces derniers jours, c'était un petit peu compliqué pour lui. Mais voilà, entre la montée au mât, les problèmes physiques qui se sont pas arrangés, c'est vrai que voilà, c'est vraiment pas simple ce Vendée Globe pour Jing Kunshu. Mais voilà, il essaye quand même de prendre un maximum de plaisir. Voilà, c'est une grosse bagarre pour lui, mais il essaye de garder du plaisir du côté du concurrent chinois. Et puis Manuel Cousin, lui, problème également du côté de Manuel Cousin. Oui, support d'antenne cassé. C'est-à-dire qu'il a une antenne à l'arrière du bateau et le support, en fait, la tige métallique qui maintient, s'est fendu en deux. Donc il doit réparer ça. Il disait qu'il attendait d'être dans des conditions un petit peu plus calmes pour pouvoir réparer Manuel Cousin, pour être voilà, dans des situations un petit peu plus faciles pour pouvoir réparer et pas être ballotté à droite à gauche. Parce qu'il disait qu'il faut faire de la résine. Donc il faut mélanger la résine et si tu es ballotté à droite à gauche, c'est pas forcément évident. Et puis on retrouve derrière Fabrice Amédéo, 5004, 5003, donc on reste toujours sur 100 000 d'écart. Et puis Denis Van Winberg, lui il a un petit peu arrêté, vous voyez, il est quasiment à l'arrêt même sur les 4 dernières heures. Il s'est fait rattraper par le vent mou, et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui.
ouais, parce que bah, il va falloir rester encore un petit peu de temps avant de retoucher du vent, peut-être une dizaine d'heures. Donc là, ouais, il va être complètement à l'arrêt. Fabrice Amédéo, lui, a changé de coupe. Elle a décidé de faire la boule à zéro du côté de Fabrice Amédéo. Et il disait qu'il est content parce que voilà, les journées, il y a des beaux couchers de soleil. Voilà, c'est quand même plus facile à vivre que dans les mers du Sud. Et puis Denys Van Winberg, lui, il va déjà peut-être avoir l'accueil de la Fédération Française de la Louse à l'arrivée du côté des Sables d'Olonne, mais surtout du côté de D'Ieteren Group. Eh bien, il est devenu la personnalité belge de l'année au Belgian Sailing Award. Donc, c'est une cérémonie de remise de prix du côté du monde de la voile belge. Et il est devenu donc personnalité de l'année pour nos amis belges. Et c'est vrai, je rappelle, hein, Denys Van Winberg pourrait être le premier Belge à l'arrivée d'un Vendée Globe. Il y a déjà eu un autre Belge qui avait participé à 2 reprises, mais qui n'avait pas fini le Vendée Globe en course, parce que la première fois, il l'avait fini, mais en faisant une escale. Mais il ne l'avait pas fini en course, et lui, il veut être le premier concurrent belge à finir le Vendée Globe en course. Et ça, c'est important. Bon, on regarde tout de suite les statistiques sur les 24 dernières heures du côté de l'épreuve. Et bien les statistiques, c'est Kojiro Shirashi qui a fait le plus de 1000 devant Guirec Soudé. On retrouve ensuite Arnaud Boissière, Romain Attanasio, Benjamin Ferré, Louis Duc qui allait vite aussi, Alan Roura, Violette d'Orange et Tanguy le Turquet. Voilà qui complète ce top 9 parce qu'on a encore Paul Meillat qui fausse les chiffres. Et puis, du côté de Denys Van Winberg, eh bien, il a 10 455 km de l'arrivée, à peu près 5 600 milles de l'arrivée pour le concurrent belge et pour les estimations d'arrivée. Donc, Boris Herrmann, on nous dit entre 1h et 2h du matin parce que ça va pas être facile d'arriver sur site. Samantha Davis, on nous dit entre 8h et 10h. Et du côté de Boris Herrmann et de Samantha Davis, une remontée du chenal qui ne se ferait donc que demain, à partir de 15h30, du côté de Benjamin Dutreux, ça serait le 31 janvier qu'il remonterait le chenal, alors que Clarisse Kremer le ferait le 1er février. Donc elle le ferait avant Romain Attanasio et avant Yannick Bestaven. Voilà. Donc elle ferait ça samedi et Benjamin Dutreux vendredi, voilà, du côté des remontées de chenal. Donc Romain Attanasio, ça serait dimanche, le 2 février. Du côté du groupe de Giancarlo Pedoté à Jean-Luc Ham, ça serait le 4 février. Donc ce qui doit nous emmener mardi, un truc comme ça. Voilà, le 4 février, c'est mardi. 7 et 8 pour Guirec Soudé. Et puis du 8 au 10 pour Kojiro Shirashi, Arnaud Boissière, Antoine Cornic entre le 14 et le 15. Du 15 au 16 pour Oliver Ergin Kunshu. Manuel Cousin entre le 24 et le 26. Entre le 26 et le 27 pour Denys Van Winberg. Et donc nous, on arrêtera les vidéos donc, à l'arrivée du groupe de Violette d'Orange, donc entre le 8 et le 10. Voilà, pour les dernières vidéos sur la chaîne, en sachant qu'il y a peut-être 1 ou 2 vidéos qui sauteront d'ici là, si j'ai rien à dire, hein, tout simplement, parce qu'il se peut sur certaines journées que j'ai pas grand chose à dire. Quand il restera une dizaine de concurrents, il se peut que j'ai pas grand chose à dire parfois au niveau de leurs résultats. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!